On se retrouve une fois encore, mesdames, messieurs. Nous sommes vendredi. Aujourd'hui, c'est le 14 juin. Nous sommes à quelques heures de la célébration de la Tabaski. Et pour cette émission, quand même, j'ai voulu faire honneur à un ami musulman, journaliste, très professionnel. Je l'ai invité dans ce studio, il est là. Et aussi en farce, un autre que vous connaissez, que vous suivez depuis quelques semaines maintenant. Voilà. Et merci à vous pour votre fidélité, merci pour l'intérêt que vous portez à cette émission qui sera consacrée aujourd'hui à la HAC, 7e mandature. Les dés sont jetés puisque depuis quelques jours, nous avons eu les résultats de ceux-là, des conseillers qui iront désormais représenter les journalistes à la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication. Ils sont au nombre de 3. Un conseiller désigné en ce qui concerne la presse écrite, pas désigné mais élu par ses pairs. Un autre élu par les professionnels de la presse audiovisuelle et un autre élu par les techniciens télécom. Voilà un peu, lui en tant que technicien télécom, il a représenté les techniciens télécom, il a également été élu par les professionnels des médias. Le thème est intitulé HAC, 7e mandature. Quel défi pour les 3 représentants des médias au sein de l'institution? C'est une interrogation à laquelle mes invités vont répondre. C'est Marcel Yedo qui réalise cette émission, comme toutes les autres fois. C'est également Emmanuel Agbodjerou qui est au son aujourd'hui, accompagné de Gérard Moussa. Merci également à la diffusion, Martin Toïnset, Modeste Rouné-Kondi, toute l'équipe qui permet à ce que vous nous suivez. Madame, Messieurs, je vais installer maintenant les débatteurs. À ma gauche, j'ai Stéphane Arkinoukhosou. Stéphane, bonjour ou bonsoir. Bonjour Moril, bonjour confrère Omar et bonjour aux téléspectateurs qui ont toujours du plaisir, qui prennent ce plaisir à nous suivre. Je rappelle que vous êtes de la presse écrite, vous êtes polyvalent, vous avez comment on dit, vous avez une plume facile et vous êtes journaliste, analyste politique. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci Moril. À ma droite, je l'ai annoncé dès le départ, c'est Omar Salouf. Omar, bonjour. Bonjour Moril, bonjour aux amis téléspectateurs, un plaisir de revenir sur ce plateau. Pendant un bon bout de temps, ça m'a manqué, donc merci pour l'invitation. Merci aux amis, toujours rester fidèles à suivre ce débat ou cette émission. On a fait le point, 1 an, ça tombe pile dans la période de mon anniversaire. Oui, je me rappelle que la dernière fois que j'étais sur ce plateau, c'était la période de ton anniversaire, effectivement. Et donc, c'est un plaisir, c'est comme si il y a quelque chose de bon. Vous êtes mon porte-bonheur. Oui, certainement. Ouais. Certainement. Et le bonheur, nous l'aurons chaque jour que Dieu fait. Amen. Donc, le 15 juin, c'est mon anniversaire, c'est un plaisir. C'est Dieu qu'il faut remercier. Alors, le 16, c'est la Tabaski. Le mouton, vous l'avez commandé au Sénégal. Oui, le mouton, il sera là. Nous allons faire la fête comme d'habitude, sous la bénédiction d'Allah, le miséricordieux, et qui nous a permis d'être sur pied. Et donc, nous le remercions et nous remercions tout le peuple béninois pour les prières, et particulièrement la communauté musulmane à laquelle j'appartiens, pour les prières quotidiennes pour que règne la paix dans notre pays. Et la viande sera partagée comme d'habitude entre nous, musulmans, et entre les frères et sœurs qui ne le sont pas et qui sont avec nous, parce que la communauté, ça s'élargit à tous ceux qui sont avec nous
autour de nous. Malgré ce que coûte un mouton pendant cette période, 1 700 000 francs, quand même vous promettez la viande, le partage de la viande. Merci, qu'Allah vous bénisse. Selon les recommandations d'Allah. Et bénisse tous les musulmans. Amen. L'introduction, donc, cette parenthèse terminée, Madame et Monsieur, on va aller sur le sujet du jour, sur le thème du jour, oui. Avec 7e mandature, quel défi pour les 3 représentants des médias au sein de l'institution? Le président de l'institution, Rémi Moretti, a proclamé les résultats. Je vais vous rafraîchir la mémoire. Suivez. La catégorie presse écrite, Chibozo Basile. Pour la catégorie audiovisuelle, Oussou Godonou Armand. Pour la catégorie des techniciens des télécommunications, Begonoudé Asseris Lionel Todji. Article 3. Les candidats disposent d'un délai de 48 heures pour formuler par écrit devant la Cour suprême leur recours relativement au déroulement et au résultat provisoire du scrutin. Article 4. Les résultats définitifs seront proclamés à l'issue de la gestion du contentieux par la Cour suprême au plus tard 10 jours après le scrutin. Article 5. La présente décision prend effet pour compter de sa date de signature. Elle fera l'objet d'une large diffusion et sera publiée au journal officiel. Vous venez donc de suivre le président de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication, 6e mandature. La 7e mandature va également nous révéler ceux qui seront désignés. On ne sait pas s'il sera reconduit ou pas. Et voilà, Omar, vous l'avez suivi, vous avez suivi le président. Vous avez également suivi le déroulement de la campagne, cette campagne organisée par les candidats. Ils ont sillonné le pays et tout. Quelle est d'abord votre appréciation de la façon dont les choses ont été conduites, même si nous avons entendu les gens dire que oui, les journalistes sont à l'épreuve des politiques? Bon, il s'agissait d'une élection, donc il fallait faire une certaine politique. La politique, c'était de convaincre les confrères à leur accorder leur suffrage parce qu'ils croyaient en un projet. Ils ont proposé un projet pour que les confrères adhèrent et que ça profite en leur faveur, si je peux m'exprimer ainsi. Vous savez, j'ai observé un peu comment ça s'est déroulé, le scrutin, la campagne et puis le scrutin. Je crois que dans l'ensemble, bon, ça s'est bien passé. Il y a eu des couacs, c'est normal. Même pour les élections que nous savons au Bénin, tout ne se passe pas comme sur des roulettes. Et donc, je dirais que tout s'est bien passé, surtout que c'est la Sénat qui a été sollicitée pour l'organisation du scrutin. Ça a forcément impacté positivement le scrutin en lui-même. Et donc, ceux qui ont eu la confiance des confrères ont été proclamés élus. Je prends Basile Chibozo qui, aux dernières élections, n'a pas pu tirer, aux avant-dernières élections, j'allais dire, les élections qui ont consacré la 6e mandature, qui n'a pas pu tirer son épingle du jeu. Il est revenu en force. Ça a été un coup dur à l'époque. Ouais. J'ai compris que ça a été un coup dur pour lui. Maintenant, il est revenu, il a su tirer son épingle du jeu. Et félicitations, bravo à lui. C'est une preuve de persévérance. Persévérance. Il y a également le Oussou, Ama Oussou, qui a été réélu à l'occasion de cette nouvelle loi qui dit que le conseiller peut se faire renouveler son mandat. Le premier dans l'histoire. Plébiscité. Oui. Avant, c'était un mandat et puis ça passe. Maintenant que la nouvelle loi a dit qu'il faut revenir, moi je mets un point d'interrogation. Est-ce que c'était la bonne formule? Est-ce qu'il fallait cette loi? On pourra peut-être en parler dans la suite de l'émission. Mais je note quand même que Franck Potiemé n'est pas revenu. Oui. Lui, qu'on connaissait bon,
Je ne sais pas, et c'est les confrères qui ont décidé de ce qui ne devrait pas revenir. 3 voix de différence voilà. avec son challenger. Voilà, mais il n'a pas été élu. C'est ce qu'on peut retenir. Et donc, il va certainement prendre ça sportivement et, si possible, revenir plus fort à la mandature prochaine, s'il le désire. Vous avez vu la présidente de l'UPMB également se battre. Une belle expérience certainement pour elle. Son heure va sonner. Si Basile Thibodeau a montré les preuves de la persévérance, je pense que ce n'est pas donc Zakel Lakundi qui va dérober à cette règle de la persévérance, Stéphane. Oui, bien évidemment que Zakiat Latundi n'a pas démérité, parce que moi je veux déjà croire que sa candidature était déjà un acte de courage. Et face à son challenger qui était Aman Moussou, elle n'avait pas quand même toutes les coups de franche pour faire un score au-delà de ce qu'elle a pu faire. Mais ce qu'elle a fait est déjà assez satisfaisant. C'est une première expérience. Je pense qu'elle va tirer toutes les conséquences nécessaires de ces élections et revenir en force comme l'a fait Basile Thibodeau, qui d'une certaine manière, à mon sens, son élection traduit tout simplement la volonté de toute une corporation de porter un homme nouveau qui ira désormais les remplacer au sein de l'institution. Cela ne veut pas forcément dire que le conseiller Boutiémé, notre DA national, n'a pas démérité. C'est la volonté des confrères il a plus que mérité. Il a plus que mérité. C'est la volonté des confrères qui est finalement passée dans les urnes. On l'espère que c'est juste une pause et qu'il va nous revenir en forme pour les fois à venir. C'est votre souhait? C'est mon souhait. Alors, je veux faire observer 2 choses. D'abord, c'est une première que la Sénat prenne le devant et a organisé les élections pour le compte des professionnels des médias. On l'organisait à notre niveau nous-mêmes et que la Sénat ait pris le devant. Je pense que ça va donner une autre forme de crédibilité à notre élection, puisque la Sénat est tout à fait impartiale. L'autre formule pouvait prêter à certaines combines, etc., où on peut être juge et parti, etc. Mais aujourd'hui, avec le positionnement de la Sénat, il y a une forme de crédibilité vu l'expérience que la Sénat a en matière d'organisation des élections. Ensuite, je veux dire que l'ambiance qui a prévalu tout au long de cette campagne et de ces élections, c'est vrai qu'une élection, c'est quand même des prises de position qui peuvent susciter un certain nombre de remous, qui peuvent créer des frustrations, des positionnements qui peuvent engendrer des conflits internes, etc. Mais c'est un processus inhérent à toute forme d'élection qui montre que chacun se livre et donne ouvertement sa position. Cela a engendré un certain nombre de choses, mais je pense que le temps des élections est passé. Oui, c'est important de le dire. Nous avons fini avec la campagne. Les professionnels des médias se sont prononcés. Maintenant, on doit travailler au rassemblement. Que les prises de position personnelles, individuelles, qui ont prévalu lors des campagnes et des élections ne déteignent pas sur l'ambiance de confraternité qui a toujours prévalu en notre sein, que maintenant, on resserre les rangs et qu'on relève ensemble les défis qui sont les nôtres au sein de la corporation. Omar, je m'en voudrais de ne pas prendre votre réaction sur cette dernier propos de Stéphane. Les élections sont terminées, il va falloir colmater les brèches et regarder en face les défis qui nous attendent dans la profession. Moi, je me pose déjà une question. Est-ce qu'on pourrait y arriver? Je me pose déjà une question. Est-ce qu'on était vraiment soudés? Est-ce que la presse béninoise était vraiment soudée? Est-ce que les confrères étaient... Est-ce que la confraternité dont a parlé mon cher ami Stéphane, est-ce que ça existait vraiment? Je me pose cette question parce que nous avons des fêtiers, l'UPMB, le CNPA, l'ODEM,
toutes ces fêtières-là, qu'est-ce qu'elles font pour l'épanouissement de la presse béninoise? Qu'est-ce que ces fêtières-là font pour que nous ayons une presse vraiment indépendante, pour que la HAC, un instrument, une institution, l'une des 5 institutions constitutionnelles du Bénin d'ailleurs, pour que cette HAC, cette institution qui devrait être technique, soit vraiment technique, joue son rôle pour que la presse béninoise, pour que les journalistes se sentent bien dans leur métier. La question se pose. Et je crois que c'est parce qu'il n'y a pas cette solidarité-là que nous subissons beaucoup de choses dans la corporation. C'est parce qu'il n'y a pas cette combinaison qu'il devrait avoir entre confrères que beaucoup de choses se passent et que les politiques trouvent la faille pour nous malmener comme ils veulent. Pour nous diviser. Pour nous diviser. Parce que, vous savez, il y a des choses dont je ne voudrais pas parler, mais il y a beaucoup de situations qui n'adviendraient pas si l'ODEM, le CNP, le CNPA, et l'UPMB et toutes les autres organisations se levaient comme un seul homme. On n'en trouve plus. Dans un passé pas si lointain, ces fêtières-là pouvaient faire du bruit, pouvaient se lever, pouvaient se rebeller entre griffes contre certaines situations, mais c'est silence radio depuis un bon bout de temps. Et donc, je continue de me poser la question, est-ce qu'on est vraiment unis? Est-ce qu'on est vraiment soudés pour faire face à tout ce qui pourrait nous diviser? Je ne crois pas, je ne pense pas. C'est le lieu de demander à ce que cet acte qui s'installe là, avec nos 3 représentants, qu'ils se mettent dans la danse, même si le pouvoir ne leur est pas donné, de revenir chaque fois vers les confrères pour discuter, mais qu'ils ne tournent pas dos aux fêtières, aux organisations, qu'ils aient une oreille d'écoute pour que les propositions à faire de l'autre côté, en tant que conseiller, soient de bonnes propositions qui profitent à tous. On reviendra davantage sur vos recommandations, vos souhaits par rapport aux représentants, les défis qui les attendent. Mais tout à l'heure, je vous ai bien entendu dire que oui, les fêtières, parfois les réactions et tout, mais nous avons toujours entendu l'Union des professeurs des médias du Bénin réagir sur un certain nombre de questions, de brimades. La plus récente, c'est bien cette situation de nos frères de Dabarou à Parakou. Vous avez vu l'UPMB monter au créneau et pour donc dire non à ces genres de situations. Donc, vous savez, nous avons des références dans le passé. Nous savons comment l'UPMB fonctionnait. Ce n'était pas juste des déclarations. Quel est le système de lobbying mis en place pour permettre à ce que des cas de brimade ou des cas qui ne profitent pas aux journalistes n'adviennent pas souvent? Qu'est-ce que l'UPMB, le CNPA et tous les autres font? Je crois que ça se limite juste à des déclarations, à des discours. Depuis quand encore les journalistes, à travers l'UPMB ou les autres organisations, ont fait une marche de protestation ou bien un sit-in ou bien une déclaration forte? Il y a très longtemps. C'est de ça que je parle en fait. C'est de ça que je parle et je crois que c'est le moment plus que jamais de se remettre dans la danse. Ils sont beaucoup frileux, ils sont réservés, timorés, je vais dire, et donc ça ne nous profite pas, ça ne nous arrange pas. C'est de ça que je parle. Ouais. Très bien. Réaction sur oui, mes propos? Oui, absolument. Je comprends la réaction de Omar parce qu'elle est pertinente dans la mesure où il y a quand il parle de manque d'unité ou de division, cela se comprend parce que à l'intérieur de la presse, et puis ce n'est pas d'aujourd'hui que cela date, parce qu'à l'intérieur de la corporation, il y a toujours, moi j'ai eu l'occasion de le constater à maintes égards, qu'il y a toujours comme des clans.
il y a une forme de clanisation hein, qui se fait, où on retrouve, il y a un groupuscule, il y a des gens qui se mettent à part. Et tant qu'il y aura cette forme de clanisation, où certains vont penser que eux, la corporation leur appartient et que d'autres n'ont pas le droit d'accès. Vous avez ce sentiment? J'ai ce sentiment. Et ce sentiment a toujours prévalu, qu'il y a des gens qui se sont toujours sentis exclus. Plus journalistes que d'autres? Plus journalistes que d'autres. Et on sent cela. Et c'est cela qui se traduit au niveau des fêtiers. C'est cela qui se traduit au niveau des fêtiers, dans la mesure où, quand quelqu'un vient, il vient avec sa clique. Il vient avec sa clique. Et ceux qui ne se sentent pas concernés sont réservés. Et on les attend. Vous voyez, par rapport aux élections à l'UPMB, aux dernières élections à l'UPMB, vous avez vu tout ce qui s'était passé. Les clans qui se sont formés au niveau du CNPA. Vous avez vu la crise traversée par le CNPA. Vous voyez ce que sont devenus aujourd'hui ces fêtières. C'est le fruit de la division. Or, dans un passé un peu plus lointain, on a constaté que certains leaders ont quand même trouvé un terrain d'entente où, quand ils prennent une décision, c'est la décision qui s'impose à la majorité. Moi, on a connu des élections ici à la HAC où ça a été un mot d'ordre qui a été donné pratiquement à tout le monde. Et quand on y est allé, c'est vrai qu'il y a eu d'autres candidats, mais quand on y est allé, on savait qui devrait passer. On savait qui devrait passer. Aujourd'hui, vous voyez ce que deviennent les élections à la HAC. C'est comme pratiquement une guerre de tranchées. Ce n'est pas bon pour la corporation. Et lorsque les politiques habilement ont introduit la possibilité d'un deuxième mandat, vous voyez tout ce que ça a généré comme conflit. Aujourd'hui, il faut qu'on ait le courage de s'asseoir pour dire le second mandat, bien. C'est le mandat de trop? Pour moi, ça peut être le mandat de trop ou le mandat qui peut diviser ou susciter encore davantage le mandat de division. Le mandat de division. Vous voyez ce qui s'était passé. Le mandat de séquelles. Voilà, il faudrait qu'on s'asseye et qu'on évalue objectivement tout ça pour dire si nous avons une corporation qui est déjà éclopée, une corporation qui a déjà des difficultés. Éclopée, c'est trop dit. Et qu'on va en rajouter. Pas tout de même. Non, mais si on doit en rajouter à cela la division, moi je pense que ça ne va pas nous avantager. Et vous voyez la dégradation continuelle que connaît notre métier, du fait de la situation économique morose que nous traversons. Donc je pense que notre défi commun, c'est de comment faire pour que les choses puissent s'améliorer. Ne plus nourrir des foyers de tension, des foyers de division, pour qu'on en soit là à assister totalement impuissant à ce que nous vivons là. Omar, votre réaction, hein, c'est attendu. Oui, vous savez, il y a quelque chose que j'ai toujours dit. Le lézard ne rentre que dans le mur fissuré. Si les politiques s'y sont mis, ils ont réussi à nous diviser, c'est que nous avons permis cela. Et sur cette question de mandat, de séquelles, mandat, de division, je voudrais bien que vous vous prononciez. Vous savez, le politique a pris en otage tout ce qui est HAC, tout ce qui est presse. Parce que nous nous sommes vendus très moins cher. La presse béninoise s'est vendue très moins cher et le politique en a profité pour s'arroger, bien pour prendre ça dans son avantage. Le mandat tel qu'il était unique, ça permettait de dire, comme l'a dit le président Talon, de ne pas être en train de courir derrière un deuxième pour ne pas bien travailler. Et donc, on se consacre au travail pour finir en 5 ans et disparaître. Mais si le deuxième mandat a été institué, c'est juste pour continuer à alimenter les foyers de tension. Moi, je pense ça ainsi. D'aucuns diront que quand un second mandat attend quelqu'un, il est obligé de travailler pour espérer mériter encore la confiance des confrères. Mais moi, je ne suis pas dans cette posture. Je suis dans la posture plutôt que le deuxième mandat ou le second mandat, ça ne va pas arranger la corporation. Je suis très clair là-dessus. Ça ne va pas arranger la corporation. Mais je reste sur une position. Si les politiciens ou le politique tout simplement
a su mettre en place cet arsenal-là, c'est parce que les journalistes eux-mêmes se sont vendus moins cher. Vous savez, quand Kérékou était là, la presse béninoise était dans le classement de Reporters sans frontières, premier en Afrique. Tout à fait, on a été premier une fois. On était premier une fois et on n'était pas dans le bas du classement. Pendant longtemps, on est resté en haut du classement. Quand Yahi est arrivé, ça a commencé à chuter. Et davantage, ça continue de chuter. Reporters sans frontières ne fait pas ces sondages en voyant les beaux yeux des journalistes qui s'affichent à la télé. C'est en prenant en compte un certain nombre de critères. Et donc, si aujourd'hui, on se rend compte que les journalistes ne sont plus épanouis dans leur profession, c'est normal que... Ou du moins, si on se rend compte que des journalistes sont menottés. Sont menottés, sont jetés en prison. Il y a des situations dans lesquelles la peine privative de liberté est autorisée pour un journaliste. Mais dans l'exercice de sa fonction, un journaliste n'a pas à être jeté en prison. Menotté comme un brigand. Menotté et jeté en prison. Et donc, beaucoup de choses. Mais que disent les responsables de nos associations par rapport à ces situations-là? Ils sont toujours dans leur coin, il faut le dire ainsi. Donc, moi, ça me gêne un peu. Ça me gêne un peu. Et donc, je dis que tant que on va continuer à entretenir les divisions. Mais je tiens à préciser quelque chose. Quoi? Les clans dont parlait mon ami Stéphane, bon, c'est normal. Quand il y a la politique quelque part, c'est normal que Mauril veuille que je reste de son côté pour le faire passer plutôt que de faire passer Stéphane. C'est de la politique. Ça n'a rien de méchant. Par contre, si la méchanceté rentre dedans, ça veut dire que tout est foiré, tout est tombé à l'eau. C'est cela qu'il faut plutôt ne pas encourager, qu'il faut décourager. Si dans la politique que nous faisons au sein de la presse, il faut brimer l'autre, il faut anéantir l'autre pour passer, c'est en cela que c'est mauvais. Sinon, les conciliabules, les ententes pour aller pour ou contre quelqu'un, c'est normal parce que c'est une élection, c'est une association qui a besoin d'être dynamique. Et être dynamique, c'est tout ça là mis ensemble qui fait qu'une association, une corporation est dynamique. Mais les réformes dont parle Omar, les réformes TAD, est-ce que véritablement c'est question sensible, c'est pour embrigader la presse, les médias, que les réformes jusque-là n'ont pas accouché de quelque chose? 10 ans, presque 10 ans. Oui, il faut déjà relever, comme j'ai pour habitude de le dire, que ce régime-là, la presse a été l'enfant délaissé et abandonné, parce que depuis 8 ans, on n'a rien eu. On est resté là. Au contraire, il y a des choses qui nous ont été arrachées et qui n'ont pas été remises. Qui n'ont pas été remises. Qui n'ont pas été remises, oui. Qui n'ont pas été remises, bien évidemment. Et ensuite, par rapport aux réformes, écoutez, on ne peut pas faire le bonheur de certaines personnes à leur place. Ce n'est pas possible. C'est vrai que quand on a annoncé les réformes, la HAC a demandé aux professionnels des médias et a invité un certain nombre de personnes à déposer leurs propositions, etc. Mais lorsque ces propositions ont été déposées, qu'est-ce qui a été retenu? La HAC n'a plus fait de communication autour de ça. Et on a entendu à la fin qu'un rapport a été déjà déposé. Quel est le contenu des réformes qu'on veut appliquer? Ça, c'est un problème. Il y a eu comme une forme... Peut-être qu'au moins, dans le secret des dieux... Il va nous en parler tout à l'heure. Il y a eu comme une forme d'obscurantisme. Maintenant, j'espère que cette nouvelle mandature qui sera installée va nous éclairer davantage sur ces réformes. Parce que à l'heure où on est là, tout le monde, c'est comme si on est dans le noir et on attend à quelle sauce on sera mangé. Parlant des réformes, vous savez, aux premières heures, je vais parler ainsi de l'arrivée du président Talon. Il avait voulu faire des réformes par rapport à la HAC et tout.
il était dit que 3 représentants seulement sur 9, c'était insuffisant. Le président Talon, lors d'une déclaration, a dit qu'il était prêt à donner le nombre que nous voulions et tout. Parce que l'ARAC, c'est une institution constitutionnelle. Donc, ça devrait passer par la révision de la Constitution. La première révision de 2017 a échoué, mais je crois que c'est ce projet de révision-là qui portait de bonnes réformes pour l'institution. Ça a été bloqué. Mais ces mêmes députés, ou en majorité, avaient l'occasion de remettre ce même projet dans la nouvelle constitution de 2019, mais ils ne l'ont pas fait. Ils ne l'ont pas fait et je ne sais pas pourquoi ils ne l'ont pas fait. Maintenant, de notre côté, Parce nous... que les journalistes n'ont pas accompagné la révision de la Constitution, peut-être, la première révision. Je ne sais pas. Bon, on s'interroge. Oui, on s'interroge. Mais jusqu'à présent, c'est pourquoi je parlais de lobbying. Qu'est-ce que nous mettons en place comme lobbying? Nous avons juste l'habitude de rester là, à ronchonner, à ne pas bousculer. Je ne sais pas si nos responsables l'ont fait sans que nous ne sachions. Il relevait tout à l'heure que on ne sait pas ce qui a été fait jusqu'à présent, on ne sait pas à quelle sauce on sera mangé. C'est vrai, on ne sait pas. On est là seulement, on ne sait pas. Rien n'a été dit, aucun communiqué n'a été donné, et donc on est là. Mais je pense que c'est le moment plus que jamais de nous unir pour que, d'abord, cette affaire de 3 conseillers sur 9, ça ne nous arrange pas. Alors, puisque vous en parlez, non, on va y aller parce que nous avons dépassé la première demi-heure. Vous avez fait l'état des lieux, on peut le dire. Maintenant que ces conseillers sont élus, quels sont les défis et qui les attendent? Pourront-ils véritablement faire quelque chose, comme on le dit de façon plate? Nous allons écouter l'un des conseillers élus, celui de la presse écrite, notamment M. Chibozo, qui va nous dire ce que lui, on peut attendre de lui. Mesdames et messieurs, au sein des médias, grâce à vos suffrages, je suis élu pour siéger en votre nom à partir du mois prochain. Et ce, au sein de l'institution pour les 5 prochaines années. C'est le moment pour moi, encore une fois, de vous adresser ma profonde reconnaissance, de façon particulière, pour l'attention que vous avez accordée à mon message lors de la campagne électorale. Je voudrais vous assurer que je donnerai le meilleur de moi-même pour participer aux côtés des autres conseillers à la prise de décisions éclairées pour l'amélioration de nos conditions. Je prends langue tout de suite avec les autres conseillers élus dans les catégories audiovisuelles et techniques, afin qu'ensemble, nous puissions trouver le mode opératoire, le modus vivendi, pour établir désormais la passerelle avec les associations professionnelles des médias, le CNPA, l'UPMB, l'ODEM, la Maison des médias, en vue d'une franche collaboration qui favorise le déclic des réformes favorables à l'épanouissement, chers amis, de notre secteur d'activité. Je prends l'engagement devant vous de rendre compte périodiquement, en reddition de comptes, à la base de l'évolution des chantiers afin de recueillir de temps à autre vos observations. Je prends l'engagement d'accompagner avec les autres conseillers les réformes structurelles au profit des médias, et ce, dans la négociation, dans la courtoisie, dans le dialogue et dans une diplomatie agissante, sincère et inclusive. Je prends l'engagement d'accompagner les réformes institutionnelles. Je ne sais pas si c'est ça, avec les autres conseillers. Ce n'est pas lui qui a donc désigné les autres conseillers. Il faut rappeler que les conseillers seront au nombre de 9, 3 élus par les hommes des médias, c'est déjà fait, 3 désignés par le président de la République et 3 désignés par l'Assemblée nationale.
lorsqu'on écoute les propos de Basile Thimbozo, comment est-il possible l'alchimie de cohésion des neufs pour pouvoir donc voilà, essayer de régler les problèmes ou bien est-ce qu'eux, ils vont laisser leur intérêt? Stéphane, je m'adresse à vous. Oui, effectivement, on a suivi le conseiller nouvellement élu, Basile Thimbozo. Vous insistez? Oui, nouvellement élu Basile Thimbozo dans toute sa joie. Est-ce que vous voulez dire qu'il ne connaît pas encore les réalités de la HAC? C'est pourquoi vous dites nouvellement élu. Oui, nouvellement élu, parce que qu'on le veuille ou non, il vient d'être élu. Donc, je trouve que le conseiller élu Basile Thimbozo est dans son droit, parce que il nourrit des ambitions, bien évidemment. Mais lorsqu'on regarde la réalité de la HAC, on peut s'interroger. D'abord, numériquement, il y a un problème qui se pose. Tu l'as déjà évoqué. 3 sur 9. Donc, numériquement, il faut dire qu'il ne représente qu'une partie de la corporation, qui est la presse écrite. Et donc, la presse écrite n'a pas les mêmes intérêts que l'audiovisuel, que les techniciens. Donc, il est déjà, donc on va dire, 1 contre 8, si on prend ça comme ça. C'est quand on va prendre la presse dans son ensemble qu'on dira 3 contre 9. Donc, numériquement, contre 6. Il y a déjà un problème qui se pose numériquement. Ensuite, quand on rentre dans un couloir obscur qu'on ne maîtrise pas encore, vous voyez, il y a peut-être des voix, des démons, certaines voix qui vont commencer par vous parler, auxquelles vous n'étiez pas forcément habitué, accommodé, et qui vont peut-être déteindre sur tout l'engouement que vous aviez avant d'intégrer le couloir. C'est comme une sorte d'initiation. Vous voyez, maintenant, il est apte à l'initiation. Maintenant, quand on va l'initier au couloir même de la HAC, qui a ses contraintes, ses contingences et tout, est-ce qu'il va s'en sortir indemne, tel que nous le voyons là, maintenant? Est-ce qu'il va s'en sortir indemne? Est-ce qu'il ne nous reviendra pas autre que nous le voyons actuellement? Ça, c'est une grosse interrogation, et c'est bien évidemment au fil des jours qu'on découvrira le conseiller Basile Thimbozo dans son œuvre. Mais toujours est-il que quand on entend l'homme, quand on l'écoute, vous voyez, toujours, c'est une question de détermination. Aujourd'hui, on ne doit plus admettre ou permettre que les gens aillent à la HAC pour satisfaire leur destin individuel. Les gens doivent aller à la HAC pour les besoins, n'est-ce pas, donc de la corporation. Et aujourd'hui, quand on écoute le conseiller Basile Thimbozo, c'est quand même qu'il a une certaine détermination, une certaine volonté à faire quelque chose. Et on espère vivement que cette volonté-là peut amener à impacter quelque chose. Parce que d'une manière ou d'une autre, il a parlé de diplomatie. C'est la façon dont il va aborder les gens, poser les problèmes. Parce que, n'oubliez pas, là-bas, il y a des commissions qui se créent, il y a des commissions. Et donc, il n'ira pas là-bas amorphe. Il aura quand même une certaine marge de manœuvre. Et c'est dans cette marge de manœuvre-là qu'on verra comment il va manœuvrer. Minime qu'elle soit, cette marge. Aussi minime qu'elle soit. Donc, il a quand même une opportunité de bien faire les choses. Il a quand même une opportunité de faire les choses autrement. Et c'est la volonté de vouloir faire les choses autrement qui compte. Maintenant, si on a comme l'impression qu'il y va et qu'on ne l'entend plus, qu'on n'entend plus rien et que tout devient silence radio, c'est là qu'on saura maintenant que là-bas, il a été noyé. Il a été noyé. Il y a une machine à broyer qui les broie. Parce que tel qu'on connaît le candidat, avec tout l'engouement qu'il a affiché, on espère que les lignes vont bouger, et les lignes vont effectivement bouger si il affiche la même détermination. Sauf si la machine de là-bas est assez forte pour le noyer, le broyer. Espérons qu'il nous sortira indemne. Omar, est-ce que vous avez espoir que les lignes vont bouger, que les 3 conseillers pourront relever les défis? Tant d'espoir placé en eux par les hommes des médias. Les promesses électorales n'engagent que ceux qui y croient. Et ajouter à cela l'euphorie de la victoire. Et je la lis très bien en Basile Thimbozo. Il a eu la victoire, il est très euphorique, donc on lui permet cela. Maintenant, les réalités, c'est tout autre. La réalité, c'est que il va se retrouver à 3
avec 2 autres confrères, ils seront 3 contre 6 autres qui émanent des cercles politiques. Les autres, ils sont désignés par la majorité présidentielle. Parce qu'on a dit que 3 viennent du président de la République, Oui. 3 viennent du bureau de l'Assemblée nationale. Oui. Pour ceux-là, c'est la majorité présidentielle. On ne va pas s'en cacher. Et donc, si 3 de nos confrères sont là-bas et que face à ces gens-là, ils voudront faire quelque chose, il va falloir que les propositions soient vraiment pertinentes, très pertinentes, et que ça arrange aussi les politiques. Très bien. C'est clair. Si ça n'arrange pas les politiques, ça ne passera pas. Parce que eux autres, ils sont aussi là pour défendre les intérêts politiques pour qu'il n'y ait pas de dérive. La HAC est une institution technique. Et de ce fait, il va falloir que on comprenne aussi, il faut pas qu'on se prenne la tête. Il faut qu'on comprenne aussi que si vous avez des propositions à faire, il faut que ça soit bien ficelé, il faut que ça soit bien pertinent, il faut que cela convainc. Si ça ne convainc pas, ça ne passera pas. Le défi ou les défis qui attendent cette mandature, ou précisément les 3 représentants de la presse, c'est de faire des propositions très pertinentes. C'est de ne pas fermer les yeux et les oreilles par rapport à la corporation. C'est vrai qu'il y a ce qu'on appelle secret de délibération. C'est vrai que ça ne va pas leur permettre de revenir chaque fois voir les confrères pour dire ce qui se passe là-bas, mais ils peuvent rester toujours en contact avec la base. Si je prends la base comme nous tous qui sommes de la presse, ils peuvent toujours rester en contact et toujours être à l'écoute pour porter nos aspirations, pour porter nos difficultés. Il y a par exemple, dans la politique, on a eu le financement des partis politiques, on a eu le financement des associations du sport, mais on n'a pas encore eu le financement par rapport à la presse. C'est un défi pour cette mandature, principalement pour les 3 représentants de la presse. C'est un gros défi qu'ils doivent relever. On a également pour défi, pour cette mandature, tout ce qui se fait, ou tout ce qui est fait. Nous avons eu la fermeture de Soleil FM, nous avons eu la fermeture de Gov TV. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour que ça diminue? Ça, c'est les défis. C'est les défis. Pour moi, mais il y avait d'autres représentants qui étaient là. Pourtant, on a pu fermer ces organes. Oui. S'ils pouvaient quelque chose, ils auraient pu. Est-ce que ceux qui y vont maintenant pourront donc changer les choses? Malheureusement, je ne peux pas répondre. Très choqué, je ne peux pas répondre. Parce qu'il fallait quand même faire quelque chose. Et le pouvoir discrétionnel du président de la HAC, ça a été mis en branle, notamment par rapport à la fermeture de GovTV. C'est lui qui a décidé et ça a passé. D'accord. Malheureusement. Oui, par rapport au défi. Ma question, oui, par rapport au défi. Oui, ouverture de Gov et tout ça. Mais moi, je m'interroge plutôt sur la fermeture. Si la fermeture est arrivée, est-ce qu'il sera possible de relever ce défi? Oui, je pense que... Je rappelle que c'est 3 représentants. Oui, je 9. pense que oui. Et les autres sont politiques. Et on peut lire le dictat des décisions politiques par rapport aux positions professionnelles des autres qui représentent leur corporation. Toujours est-il que tout est dans la manière, tout est dans la diplomatie, tout est dans le plaidoyer qui est mis en place pour que vraiment cette maison... Donc vous les invitez à la diplomatie? Oui, je les invite à la diplomatie. Il faut échanger. Parce que, voilà, ces confrères qui sont à la maison aujourd'hui, parce qu'on a fermé leurs médias, vous voyez, c'est un cas social sur lequel il faut revenir. Mais ensuite, par rapport aux défis, je veux revenir sur 3 ou 4 choses qui me paraissent essentielles. D'abord, ces conseillers qui sont nouvellement élus, dès qu'ils seront installés dans leurs fonctions, je pense que la première chose qu'ils doivent faire, au-delà de tout ce qui a été cité par Omar, c'est d'abord d'organiser une séance d'échange avec les professionnels des médias sur le contenu des réformes. Que les réformes
ne soit pas dans les tiroirs là-bas. Est-ce qu'ils peuvent le faire sans les autres conseillers? Oui. Ça doit être un projet que l'art, justement, dans sa globalité, on les invite à porter ce projet dès qu'ils seront installés, qu'ils organisent, qu'ils demandent à organiser, qu'ils disent que leur base, comme il a dit tout à l'heure, que leur base réclame des échanges sur les réformes qui sont initiées, qu'on veut maîtriser le contenu, qu'on veut savoir à quelle sauce on sera mangé. Deuxième chose, il faut qu'ils travaillent à mettre en place maintenant, parce que ça a été pendant longtemps une formule incantatoire ou bien une incantation, je ne sais pas. C'est quoi? C'est-à-dire qu'il faut mettre en place maintenant un modèle d'entreprise viable, d'entreprise de presse viable. Qu'on puisse savoir, quand on prend une entreprise de presse, voilà ce que ça comporte. Voilà les mécanismes de financement. Voilà comment ça doit fonctionner. Il faut qu'on sache comment ça marche dans notre pays. Tel que ça fonctionne aujourd'hui, ce n'est pas bien et ils doivent porter ce projet-là. Ensuite, il faut travailler à l'épanouissement du professionnel des médias. Il y a des journalistes qui sont, n'est-ce pas, donc, sans salaire. Il y a des journalistes qui sont payés à retardement. Il y a des journalistes qui ne sont pas payés sur la base de la convention collective, alors même que la convention collective est déjà désuète, dépassée. Il faut revenir sur ça. Il faut savoir ce que gagne le professionnel des médias aujourd'hui. Quelle est sa condition? En fonction de son expérience. En fonction de son expérience. 10 ans d'expérience avec un tel diplôme, voilà ce qu'il faut gagner. J'ai pour habitude de dire... C'est quoi payer à retardement? Pardon? C'est quoi payer à retardement? Payer à retardement, c'est-à-dire que tu travailles pour 6 mois, tu travailles pour 6 mois, 7 mois, 8 mois, 9 mois, 10 mois, et c'est après qu'on te paie 2 mois, 3 mois, on dit, Joe, attends un peu. Ça, c'est à retardement. C'est à retardement. C'est à retardement. C'est en cela que le financement des entreprises de presse est important. Voilà, justement. C'est un projet que doit prendre en compte la 7e mandature. Je ne parle même plus de nos 3 représentants. Toute la 7e mandature doit prendre cela en compte pour nous permettre à ce que la réforme de la presse béninoise, des médias, soit effective. Ça, c'est on ne va pas partir de ce studio sans quand même faire un point sur les points positifs que la mandature, la 6e, a apporté. Oui. Je vais éclairer votre lanterne. Oui, vous voulez dire. Oui, je veux dire 2 choses. En 10 secondes. En 10 secondes. La carte de presse, aujourd'hui, là, on a plusieurs journalistes qui meurent par faute de moyens, parce qu'ils n'ont pas les ressources nécessaires qui va leur permettre d'aller se faire soigner. Ce qui se passe là, si on vient ici et qu'on fait les beaux yeux, ce qui se passe là, c'est dangereux. On a vu des confrères qui sont morts bêtement parce que... Il y a d'autres qui sont sur les lits des hôpitaux. Et qui font toujours des SOS. Et on ne peut pas... Une pensée à notre confrère Baguidi. Baguidi qui, depuis, demande une prise en charge. C'est-à-dire que c'est un problème. Le promoteur de Kingo News également. Voilà, donc, ça dit que c'est un problème. L'assurance maladie aujourd'hui, où en sommes-nous? Il faut que... C'est des débats sur lesquels on ne peut plus faire fermer la bouche, ni les yeux, ni les oreilles aujourd'hui. C'est dangereux. Il faut un minimum de mieux-être pour exercer la vertu. Vous pouvez venir à la télé décrier les productions de presse, les conditions dans lesquelles les journalistes travaillent, etc. etc. Mais tant qu'il n'y aura pas les moyens pour soutenir les gars, on serait toujours là à décrire les mêmes choses. Il faut que les conditions économiques aujourd'hui changent, c'est très important. Ensuite, il faut travailler à restaurer l'image du journaliste au sein de l'opinion publique. Parce que cette image-là a été foncièrement et fondamentalement dégradée. Il faut travailler à restaurer cette image du journaliste béninois. Cela est vraiment important. Maintenant, pour venir à ce qu'ils ont réalisé. Aux innovations, je voudrais faire allusion, par exemple, à ce débat initié lors des élections législatives sur le plateau de la télévision nationale, où il y a eu comment je vais dire, il y a eu un choix au hasard porté sur des journalistes des médias qui sont allés animer sur ce plateau-là. C'était une innovation, une pure innovation de la HAC qu'on n'avait pas l'habitude de voir. Oui, c'était une pure innovation. En fait, cette HAC a fait ce qu'elle a pu, ce qu'elle peut. Il y a quand même des choses. C'est pas que ils n'ont rien fait. Ils ont fait un certain nombre de choses qu'on peut encourager. Mais en fait, c'est ma position. Ce bilan-là est un bilan mitigé.
C'est un bilan mitigé. C'est pour cela que moi, je pense qu'il faut tourner les regards vers l'avenir. Ce qui est passé est passé. Tournons le regard vers l'avenir. Votre mot de la fin. Oui, espérons que les conseillers nouvellement élus vont relever tous ces défis que nous avons énumérés ici en plateau pour qu'à la fin de leur mandat, on puisse les applaudir et les féliciter pour le travail abattu. Merci Stéphane. Oui, espérons également la 6e mandature qui est en train de finir a fait de son mieux. Le bilan est mitigé, je le confirme. Je pense que le bilan est mitigé. L'une de mes satisfactions, c'est la volonté mise en œuvre de régulariser les presses en ligne. Ça a été fait, ça va permettre forcément à beaucoup de presses en ligne d'avoir un statut en bonne et due forme. Et il faudrait que ça continue comme ça. Et nous plaçons nos espoirs sur cette 7e mandature pour que les défis relevés dans l'émission présente soient mis en œuvre, soient relevés tout simplement. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Merci Omar. Vous êtes Omar Salouf. Vous êtes journaliste, analyste politique. Merci d'être venu sur ce plateau. C'est un plaisir. Merci pour tout ce que vous avez apporté à ce débat. Merci. Revenez-nous souvent. On n'a pas besoin de vous remettre la clé de ce studio comme on a remis la clé de Cotonou à Feu Kadhafi. Oui, Stéphane Arinouassou, merci également pour votre disponibilité de tous les instants. Merci à toutes et à tous, vous qui nous avez suivis. Merci de liker cette émission. Merci de faire vos commentaires. Merci d'écrire vos contributions également. Merci à la réalisation, Marseille Edo, avec lui à la tête de la réalisation. Merci à Gérard, Emmanuel. Merci à Martin. Martin Toinsé à la diffusion. Modeste Kondi pour le travail. À toutes et à tous, je souhaite un très bon week-end et surtout bonne fête de Tabaski à tous les musulmans du Bénin, mais du monde entier également. On se retrouve en 7. Bonne suite de nos programmes et à bientôt.